Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à notre dossier du jour d'Argent Maintenant. Malgré l'augmentation spectaculaire du prix des maisons et l'endettement des propriétaires canadiens, la vaste majorité d'entre eux affirment pouvoir faire face à une hausse des taux d'intérêt sans problème. Par contre, il y en a 12 % à peu près qui disent qu'ils seraient plutôt en difficulté et même en sérieuse difficulté si les taux montaient de même pas 1 %. Donc, c'est ce qu'on appelle être vraiment serré. C'est des constatations qui ressortent d'une étude annuelle du marché hypothécaire résidentiel au Canada qui est faite pour l'Association des conseillers hypothécaires. Est-ce que les Canadiens sont trop optimistes? Est-ce qu'ils portent des lunettes roses? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce que c'est la même situation? On va en parler au cours de la prochaine demi-heure avec des experts. Nos invités sont Hugo Leroux, le président d'Hypothéca. Il est courtier hypothécaire. Bonjour, Hugo. Bonjour. Merci d'être venu à l'émission. Et Jacques Tremblay, qui est courtier administrateur chez Remax Performance à Montréal et en banlieue également. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Merci d'être venu à l'émission. Tiens, vous, le courtier, qu'est-ce que vous pensez des chiffres de cette étude-là? Bien, écoutez, on rencontre parfois des clients qui sont peut-être dans des positions précaires, mais est-ce que la faute est vraiment à l'hypothèque de la propriété, au paiement de l'hypothèque de la propriété? Moi, je ne crois pas. Non, on le voit plus parce que les gens ont accès à du financement sur d'autres produits, c'est-à-dire des cartes de crédit. Je pense que l'ennemi numéro un des personnes qui font des faillites personnelles ou qui ont des propriétés à des remboursements d'hypothèque, c'est les cartes de crédit. Les gens obtiennent 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de crédit et ils vont aller s'acheter une voiture avec des voitures qui peut-être il n'y aurait pas les moyens de procéder à l'achat de la voiture, mais finalement, à cause qu'ils louent la voiture, ils ont des paiements avec lesquels ils sont capables de vivre. Alors, est-ce que c'est l'endettement? Parce que, comme monsieur le disait tantôt, par rapport aux hypothèques, si on prend une hypothèque de 5 ans, puis on est 5 ans sur ce taux-là, même s'il y a une augmentation de l'hypothèque, on ne changera pas de taux. Donc, cette personne-là va très bien passer au travers de ça, puis après ça, va avoir la possibilité du remboursement de capital qu'il a fait, puis la possibilité aussi de l'équité qui est montée. Hugo, 12 % ou à peu près 12 % des gens disent qu'ils auraient du mal à gérer dans leur budget familial une hausse de 1 % ou moins. Ça, c'est vraiment pas une grosse augmentation de taux, ça. Est-ce que ça ressemble à ce que vous constatez dans la réalité? Je pense que peut-être les gens ont un petit peu peur. Les gens anticipent les hausses de taux et sont peut-être un petit peu trop inquiets. C'est sûr que les gens soient inquiets pour leur budget, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils vérifient ça, ils ont peur, ils font attention. Ils vont peut-être couper 2-3 des cartes de crédit. Effectivement. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, comme M. Tremblay disait, il a raison, c'est le surendettement, surtout à côté de l'hypothèque. Ce qui arrive, c'est que les gens ont tendance maintenant, vous savez, le taux d'économie est presque à zéro. Donc, les gens n'ont pas de valve de sécurité. Avant, on payait notre hypothèque, on avait un petit montant, comme exemple, qu'on mettait de côté chaque mois. Un petit coussin. Donc, si jamais les paiements hypothécaires augmentaient, bien, on allait gruger un petit peu dans notre coussin. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dépenser tout ce qui rentre et un petit peu plus avec les cartes de crédit. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas la valve. On voit que les gens sont inquiets de ne pas avoir la valve de sécurité pour se protéger s'il y a une hausse, parce qu'ils savent déjà, eux autres, peut-être subconsciemment, qu'ils sont déjà peut-être un petit peu trop endettés avec le crédit à la consommation. Quand vous voyez des clients qui arrivent, qui veulent acheter une maison, vous leur en montrez, vos agents montrent des maisons, est-ce que... Bien, je vous arrête. Déjà, avant de montrer des maisons, je vais avoir une discussion avec l'acheteur sur sa capacité de remboursement. Donc, il y a comme... Vous ne voulez pas perdre votre temps à visiter les maisons pour rien, non plus aussi. Là. La première raison, puis on est là pour servir les gens aussi. Fait que on veut que ça se passe bien. Puis la première chose qu'on va faire... Ça va jusqu'où, cette étude-là? Ça va jusqu'à la demande des paiements d'impôts de l'année précédente pour avoir les revenus des gens, puis le montant de comptant qu'ils veulent mettre aussi. Fait que il y a déjà une première personne là, qui va aider cette personne-là à voir est-ce que, oui ou non, le projet est faisable, réalisable. Par la suite, on va commencer à visiter des propriétés. Lorsqu'on aura trouvé la maison, on va s'adresser à des démarcheurs hypothécaires qui, eux-mêmes, vont faire l'analyse du dossier pour voir si on peut attribuer le prêt à cette personne-là. Je vous dirais que j'ai 147 agents qui travaillent avec moi. Les gens m'appellent habituellement si le dossier ne passe pas. Je n'ai pas de téléphone quotidien, ni même hebdomadaire.
Les gens passent et les banques sont quand même assez strictes. Les banques ou les prêteurs, les différents prêteurs avec qui les courtiers font affaire sont quand même assez stricts sur leur règlement. Ils suivent assez bien les règles pour voir que la personne n'ait pas un taux d'endettement de plus de 33-34 sur le revenu brut pour le remboursement de l'hypothèque. Mais vous me disiez tout à l'heure, en même temps, les gens ont trop de dettes de consommation. Oui. Ça veut dire que quelque part, le prêteur, il regarde pas ça, lui. Parce que moi, si je vais vous voir pour acheter une maison, oui. Puis vous me dites, on va être sérieux, on va regarder combien tu gagnes, combien tu dépenses, t'as combien de... Quels sont tes moyens? Combien tu as sur ta carte de crédit? Les autres marges de crédit et ou dettes sur carte de crédit, il faut les payer quand même. Oui, on va se renseigner de ça, au même titre que le démarcheur hypothécaire. Fait que le courtier immobilier, ce qu'on appelait avant un agent immobilier, le courtier immobilier, la loi a changé. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, tout le monde est courtier. Bon, bravo. Okay. Le courtier immobilier va, lui, faire cette étude-là, déjà dans un premier temps. Il me semble que, bon, vous le faites peut-être, mais est-ce que c'est peut-être pas le cas de la majorité des courtiers immobiliers? Non, ce que le courtier veut, c'est signer pour avoir sa commission. Je vous dirais que tout courtier confondu et toute bannière confondue le font. Ouais. Pour un peu les raisons que vous évoquiez tantôt. C'est que, est-ce que je veux visiter 18 maisons avec un client pour qu'après ça, il soit représenté par un démarcheur et refusé à l'hypothèque? Fait qu'il y a une préqualification définitive. Okay. On a des tableaux, des programmes informatiques qui nous permettent, au dollar près, de vérifier ça. OK. Dernière question sur ça avant de passer à autre chose. Le taux national là, de 11-12 de gens qui auraient du mal à absorber la moindre hausse, est-ce que c'est représentatif de ce que vous constatez dans le marché à Montréal? Je pense que le 1 dont on parle, si on parle d'une propriété de 300 000, on va parler de combien? De peut-être de 100 $ de plus par... On va le demander au courtier combien? 1 d'augmentation, là? Sur l'hypothèque moyenne de 200 000 qu'on a environ, on parle peut-être de ça, là, 125, 120 $. Exactement. Sur le 120 par mois? Par mois. Okay. Ça veut dire, on parle de 25-30 $ par semaine. On peut peut-être éliminer quelques autres choses. Oui. Peut-être pour parler de cigarettes, pourquoi pas. Je fumer 10 paquets de moins, mais... Mais, bon, d'après le sondage, il y a 68 des Canadiens qui pourraient payer 300 $ ou plus qu'à l'heure actuelle. Donc, eux disent, moi, là, dans mon budget, j'ai 300 $ de coussin pour les taux. Donc, ça semble amplement suffisant à ce moment-là. Les Québécois sont renseignés. Écoutez, les gens sont renseignés aujourd'hui. Il y a tellement d'informations disponibles. Les gens font eux-mêmes le calcul de leur possibilité de remboursement. Oui, il y a des calculatrices pour ça partout. Il y a des calculatrices pour ça partout. Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'on parle d'une étude canadienne. Oui. Si on s'en va dans l'ouest du pays, comme on mentionnait plus tôt, là, où la moyenne, au lieu d'être 200 000, est de 450 ou de 500 000, une augmentation de 1 là-bas représente beaucoup plus qu'une augmentation de 1 ici. Ouais. C'est pour ça que nous, au Québec, on pense qu'une augmentation de 1 là, ça n'affecterait pas 10 ou 11 des personnes qui ont une maison. Reste que le prix des maisons a doublé et plus au Québec depuis 10 ans. Oui. Et à Montréal, doubler, ça veut dire que on le sait, ça coûte cher maintenant. Là. Oui, mais on ne vit pas à Toronto, ni à Calgary, ni à Vancouver. Où c'est encore plus cher. Oui. Comment ils font, les gens là-bas? Parlez-moi des collègues dans l'Ouest. Un peu peut-être ce que font les gens en Europe aussi. Vous savez, en Europe, une propriété, le moindre appartement est 2 millions, 3 millions, 4 millions. Les propriétés changent de moins souvent aussi. Ouais. Les gens vont faire des transactions moins souvent tant que la propriété est pris de l'équité. Les salaires sont un petit peu plus élevés aussi dans certaines provinces. Payer un bungalow 1 million à Vancouver, là... C'est beau avoir un gros comptant, là. Il va me rester une hypothèque de justement, des 3/4 de million. Il y avait quand même plus de facilité il y a 3-4 ans aussi, parce que tout le monde anticipait que ces prix-là allaient continuer à monter. Donc, les prêteurs hypothécaires étaient quand même, excusez l'expression, un petit peu lousses sur le prêtage, parce que ils sentaient que ça allait continuer à monter, donc eux pensaient qu'il allait avoir des garanties en échange de ces prêts-là qui allaient être très solides. Quand les prix ont arrêté de monter, c'est là que les gens ont commencé à restreindre un petit peu les facilités hypothécaires, parce que là, ils ont eu peur que le garantie ne soit pas aussi forte qu'ils pensaient. Jusqu'à quel point, d'après vous, M. Tremblay, dans le marché là, que vous voyez, que vous connaissez, dans la région ici, le monde de taux presque artificiellement très bas dans lequel on est depuis quelques années a eu un effet d'augmentation des prix, d'augmentation du nombre de transactions? Tout le monde s'est senti millionnaire, là. Millionnaire, non, pas, mais à l'aise. Mais ça, il est évident que ça a donné accès à la propriété à des gens qui ne l'auraient possiblement pas eu. On parle de variation de taux de 1-2 si on se rappelle des années 80, où là, le taux a bondi de 8 à 22 là, il y avait des événements de double et de triplé de paiement.
Mais en financement sur 100 $ sur un salaire de famille moyenne, il y a des possibilités de jouer avec ça. Est-ce que les taux très bas ont permis à trop de gens d'avoir accès à la propriété? Je pense pas trop. Ça a permis surtout peut-être à plusieurs personnes de devancer leur projet. Vous savez, la plupart des gens qui achètent une maison, c'est un rêve qu'ils ont, c'est quelque chose qu'ils vont faire un jour de toute façon. Ouais. Les taux bas ont peut-être permis à des couples d'acheter une année ou deux plus rapidement qu'ils l'auraient fait. Puis dans le fond, là, si on regarde, pour la plupart des gens, ils auraient aimé ça acheter avant parce que ça a été profitable pour la plupart des gens. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, je vais vous faire commenter les commentaires du public. Moi, j'ai hâte de savoir, est-ce qu'ils se sentent pris à la gorge comme ça ou tout va bien? On va le voir. De retour donc pour parler d'immobilier, de prix des maisons, mais surtout des difficultés de payer ces hypothèques de plus en plus lourdes. D'après le sondage des conseillers hypothécaires canadiens, sondage qu'on fait tous les ans à travers le Canada, il y a à peu près 12 % des gens qui disent qu'ils seraient très mal pris si les taux montaient de 1 % seulement. On sait que les taux sont très, très bas. Vous, à la maison, comment est-ce que vous vivez ça? Carl Renaud est en train de jeter un coup d'œil à vos réponses sur Facebook TV Nouvelles. Carl? Oui, on a reçu beaucoup de commentaires. Georges, on a demandé à nos téléspectateurs ce vendredi s'ils se retrouveraient dans le pétrin si les taux venaient à monter subitement. Alors, ils nous ont répondu, bien sûr, sur la page Facebook de TVA Nouvelles. On a eu plus d'une 60aine de commentaires. Beaucoup de commentaires en lien avec l'endettement, la consommation. On peut commencer avec Aline qui nous dit ceux qui n'arrivent pas avec une hausse de 1 %, ça veut dire qu'ils n'auraient pas dû acheter une maison, point final. Et comment vont-ils faire pour entretenir la maison? Fenêtres, toiture, porte, cuisine et salle de bain. Les gens achètent des maisons trop chères, c'est tout. Quand on n'a pas les moyens, on n'achète pas. Franchement, on parle d'une maison ici, pas d'une télé. Autre commentaire, celui de Martin, qui est également lié aux maisons payées trop cher. Alors, il nous dit, le problème, c'est que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Les jeunes arrivent sur le marché du travail et ils se tapent une hypothèque de 250 000 $. Les fins de mois arrivent rapidement, sans parler du stress. Moi, j'ai choisi de vivre plus sobrement et d'aller vivre en région. Une hypothèque de moins de 100 000 $ et on rénove tranquillement, sans s'endetter inutilement. Il a obtenu une réponse, si on veut, de Julie Trudeau qui demande « Connaissez-vous le prix des maisons d'aujourd'hui? » Parce que moi, si j'avais acheté il y a une dizaine d'années, eh bien, j'aurais été morte de rire. Nous avons acheté une maison à 200 000 $, une maison bien normale qui aurait possiblement coûté 115 000 $ il y a 10 ou 15 ans. Donc, j'imagine que oui, une augmentation de taux d'intérêt serait problématique pour nous, les acheteurs des dernières années. Carl, on vous retrouve dans quelques instants parce qu'on va commencer par éplucher ces trois premiers commentaires avec nos deux invités. Aline, d'abord, qui dit que les gens s'en mettent trop sur les épaules. Ils n'ont même pas d'argent pour entretenir leur maison par la suite. Est-ce que... c'est assez curieux qu'on voit chez les gens porter des commentaires sur une autre personne qui aurait eu une autre expérience. Je ne sais pas si Mme Aline est elle-même dans cette situation-là. Je sais pas. Mais ce que je vous dis, c'est que à cause de la protection dont je vous parlais tantôt, les gens sont en mesure de voir vraiment à quoi vont arriver les paiements. Les paiements sont décrits d'une façon très précise. Ouais. Les gens savent à quoi s'attendre. Rencontre par la suite un officier hypothécaire, un démarcheur hypothécaire. Mais je me souviens, il y a quelques années, là, s'il y avait une espèce de rumeur ou de croyance populaire voulant que dans les quartiers où il y a beaucoup de grosses maisons, là, tu ouvres la porte, la table de salle à manger, c'est une table de patio, il n'y a pas de meubles. Est-ce que c'est vrai, ça? Il y a certains cas. Il y a certaines personnes qui vivaient très spartiatement dans des maisons, mais c'était pas une majorité. Okay. On peut pas faire un résumé de ça par rapport au rapport que vous avez. Là. Il faut penser à nos premiers acheteurs aujourd'hui. Nos nouveaux couples là, qui veulent acheter une maison ne font pas face aux mêmes défis que les couples qui voulaient acheter leur première maison il y a 10, 12 ou 15 ans. Ça veut dire? Vous l'avez parlé tantôt, les maisons ont doublé dans les 10 dernières années. Les salaires, eux, n'ont pas doublé dans les 10 dernières années. Fait que c'est évident qu'un jeune couple qui veut acheter une maison aujourd'hui, un plus gros pourcentage de son salaire va aller à la propriété. Puis c'est normal aussi que ces gens-là veulent être propriétaires, mais ils le font en connaissance de cause. Mais si les taux n'étaient pas aussi bas, ça nous ramène à ça. Si les taux étaient comme il y a 10-15 ans, il n'y a pas grand monde qui pourrait acheter une maison. C'est pas mais ça influencerait le marché de la revente. Exactement. Les prix... excusez-moi. Non, je pense qu'on a la même idée. On est quand même assez d'accord. Dans quel sens? Dans le sens où... Le prix des maisons baisserait. C'est que la personne qui aurait un taux d'intérêt à payer plus cher, ça ferait baisser le prix des maisons. Autrement dit, si jamais il y a de l'inflation qui revient dans le système puis que les taux se mettent à monter,
Ça pourrait influencer... Ça pourrait avoir un effet désastreux sur le marché immobilier. Désastreux. Ça pourrait avoir un effet. Dans l'immobilier, moi, je suis là seulement depuis 23 ans. Ouais. Mais on n'a pas vu des cas graves d'affaissement. On a eu un marché très difficile entre 90 et 97. J'étais présent là. Ouais. J'étais courtier à cette époque-là. Un vrai courtier. OK. Rapidement, Hugo. Mais c'est les taux bas qui ont permis au prix des maisons de continuer d'augmenter. Oui, si les taux auraient été plus élevés, les maisons ne seraient pas rendues au prix c'est ça, il y a eu un effet de bulle à cause des taux très bas. Exactement, mais si les taux... Donc, les maisons ne valent pas vraiment le prix qu'on en demande. Elles valent le prix. La valeur d'un bien, c'est l'offre et la demande. S'il y a des gens qui y a peu d'offres... Le taux bas a permis aux gens de payer cette offre. OK. Donc, ça a permis l'augmentation. Très, très rapidement, une hypothèque, on parle de premier acheteur, le jeune couple, tout ça standard, là, condo en ville ou maison en banlieue, là. Hypothèque moyenne, c'est quoi en 2011? Bien, pour le premier acheteur, c'est environ 200 000. Mais ça inclut Montréal et la Rive-Sud. Si on se concentre seulement sur Montréal, ça va être plus élevé que ça. On va peut-être s'en aller dans 2,60, 2,80. C'est quand même un bon montant financé. On va entendre les autres commentaires avec Carl tout de suite. Bien, Georges, vous parliez de financement, de banques qui consentent des taux bas. Il y a Francine Lheureux qui dit les banques n'aident pas dans cette situation. Ils veulent toujours prêter davantage d'argent jusqu'au moment où tu n'as presque plus de marge de manœuvre pour les pépins. C'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un que c'est trop quand la banque dit qu'il n'y a pas de problème à avancer beaucoup d'argent. Par contre, en terminant, je vous laisse sur un commentaire positif. Il y a des gens qui s'en sortent plutôt bien. Pascal Primo qui nous dit « Ma maison est payée. Ouf, on s'est serré la ceinture un peu pour payer au plus vite l'hypothèque, mais nous avions également acheté selon nos moyens. » Sage Pascal. Merci, Carl. À bientôt. Alors, Pascal, évidemment, tout va bien. Maison payée, c'est pas une félicitations. Dans le cas de Francine qui dit les banques, là, c'est vraiment trop facile d'emprunter. Mais les clients posent souvent pas les bonnes questions. Ils vont à l'institution financière puis ils demandent jusqu'à combien je peux payer. Puis les gens se fient automatiquement à ce montant-là, à savoir qu'ils pensent que parce que la banque va leur prêter, c'est le montant qui devrait payer. Oui, mais c'est la banque qui devrait être l'expert pour conseiller les gens là-dessus. La banque, depuis 2009, on sent que les banques ont été un peu plus prudentes sur, justement, l'attribution de ces prêts-là. On sent que les banques... C'est un peu plus serré, définitivement. On a senti... Les gens doivent faire un budget. Ils ne doivent pas se fier. Je dis, vous pouvez vous payer 1 500 par mois. Les gens doivent se mettre au test. Les gens, avant d'acheter une maison... Qu'est-ce que j'ai à passer à payer? Les gens, ça leur coûte 800 $ présentement, rester, exemple, en loyer. Ils font les calculs, combien ça va coûter rester dans la maison. Ça va coûter 1 400. Bon, ben pendant 6 mois, je dois essayer de mettre le 600 de côté. Si je ne suis pas capable de mettre le 600 $ de côté pendant 6 mois, c'est parce que je ne suis pas capable de l'acheter, la maison. Ça, c'est le meilleur test. C'est le meilleur test de la réalité. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec un courtier. Bon, ça y est, on tombe dans la pub avant la fin de l'émission. Je vois pas la raison pour laquelle ça prenait un courtier pour me faire le test. C'est parce que le courtier va vous aider, monsieur, dans votre démarche. Il voulait dire un courtier hypothécaire. C'est ça. Double publicité. Bon, ben le marché va bien, tout le monde est de bonne humeur, tout va bien. On travaille. C'est ce que vous constatez. On conseille les gens. Mais il faut être prudent. Merci beaucoup, Hugo Leroux. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. Au revoir. Merci à Carl également. Bonne fin de semaine. Bien sûr, on se retrouve dès lundi avec un autre dossier du jour. Continuez de réagir sur Facebook TVA Nouvelles.